Bonjour à tous, cette année notre événement de sensibilisation se déroulera tout le long du mois d'avril par visioconférence mais aussi des podcasts et surtout en présentiel le dimanche 3 avril au campus du CERIA. Tous les programmes sont sur notre site Autisme en Action. Merci d'être présent et aujourd'hui nous avons un invité mystère qui vient participer à cette campagne. Bonjour invité mystère, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous participez à cette campagne de sensibilisation? Bonjour, je suis la maman d'une enfant autiste. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, un grand de 10 ans et une petite de 9 ans. Je suis là parce que je trouve ça important en tant que parent d'enfants autistes de faire connaître l'autisme. C'est important, toutes les actions menées par Autisme en Action, et c'est important d'entendre, je pense, le témoignage de personnes qui le vivent de très près. Donc c'est une opération qui me tient et qui me touche aussi parce que j'ai hâte de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation et de partager nos expériences. Vous avez 2 enfants, parlez-nous un peu de votre fille. Quel est le parcours? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos espoirs? Et quelles sont vos recommandations? Donc je vais déjà commencer par son parcours. Ma fille a aujourd'hui 9 ans. Mais ça n'a pas été simple, comme tous les parents pourront vous le dire. Tout d'abord, quand elle était petite, elle était assez difficile. Et donc, j'avais un entourage qui était soutenant, mais qui ne comprenait pas les difficultés que je vivais. Donc, ça a été très compliqué de leur faire comprendre qu'il y avait un souci, parce que j'entendais souvent « Oh, mais ça passera, oh, mais ça ira, oh, c'est toi qui te fais des idées ». Et au final, le meilleur conseil que j'ai eu, c'est d'une collègue qui m'a dit « Mais en fait, au final, c'est toi qui connais ta fille. C'est toi qui la connais mieux et qui la vis tous les jours, donc fais comme tu le sens. » Et ça peut être bête et ridicule, mais ça a été le déclencheur qui a fait, finalement, je vais peut-être pas forcément écouter les autres. J'ai pris rendez-vous avec un pédiatre qui m'a conseillé un lieu pour faire des bilans. Il faut savoir qu'au niveau de la crèche, c'était dans une crèche francophone, etc., j'avais beaucoup de gens qui me dissuadaient de le faire, parce qu'elle avait à ce moment-là 2 ans et demi, et que selon eux, ça allait être un traumatisme que j'allais créer auprès de ma fille. Donc j'avais beaucoup de gens qui me disaient de ne pas le faire. J'ai quand même décidé de le faire et au final j'ai bien fait, dans le sens où il y a eu un bilan qui a été fait, il n'y a pas de diagnostic qui ont été donnés. Même au bout de 6 mois, ils n'arrivaient pas à trouver un diagnostic, sachant que quand même, ils voyaient qu'il y avait des difficultés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, entre le travail, entre gérer ma fille, voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de passer une semaine avec mes 2 enfants seuls, et je me suis retrouvée à la fin de cette semaine épuisée, psychologiquement et physiquement, n'en pouvant plus, être près du burn-out et dire je peux pas continuer à vivre comme ça en fait, c'est pas possible. Et donc j'avais déjà tombé sur des articles ou vu des films ou des téléfilms, donc ce qui aide au final, parce que j'ai un peu compris et vu ce qu'était l'autisme. Et en lisant ce qu'était l'autisme, il y avait beaucoup de choses que je ne retrouvais pas dans ma fille. Alors je me dis, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? J'étais un peu indécise et j'ai mis un moment avant de parler de mes craintes à mon mari, parce qu'on avait dans notre entourage un neveu qui était autiste. Est-ce que votre fille avait des similitudes avec son cousin? Aucun. Aucun. Non, elle était tout à fait différente. C'est quelque chose de très important que vous avez dit, et je voudrais que nos auditeurs puissent l'entendre, c'est que vous avez fait des recherches et il y avait des choses qui collaient et d'autres pas du tout avec l'autisme. Oui, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'émotions. Enfin, ma fille était pleine d'émotions, elle, au contraire. Elle voulait toujours être près de moi, en fait. Et c'était pas vivable parce qu'elle ne vivait qu'avec moi. Tous les autres, en fait, par exemple, mais je l'ai su plus tard en apprenant un peu les termes, tous les autres étaient en quelque sorte des objets qui l'aidaient à arriver à une fin. Donc elle n'arrivait pas connectée avec les autres personnes, mais par contre nous on était tout le temps en connexion, ce qui veut dire que pour moi c'était épuisant. Et en plus comme elle ne parlait pas, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait en fait. Donc, elle n'avait pas de mode de communication, des pictogrammes ou autre? Non. C'était compliqué. C'était compliqué. Et donc ces émotions étaient très haut, très bas? Oui, parce que c'est quelqu'un de très colérique, de très râleur, mais aussi de très joyeux. Donc quand elle rigolait aux éclats. Donc on avait une connexion intense de ce côté-là. Mais avec les autres, donc c'était moi et son frère, on était les 2 éléments, et même mon mari était un étranger dans la maison qui l'aidait à se nourrir, qui l'aidait à se laver, mais ça n'allait pas plus loin que ça en fait. Ouais. Donc aussi mon mari avait du mal avec ça, et donc j'ai pris l'initiative d'appeler un centre de référencement. Je suis allée avec ma fille. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. Et donc à ce moment-là, 3 ans et demi, et donc là ils ont vu ma fille pendant 1 heure. Ils ont discuté avec moi, il n'y a eu pas tellement de connexion avec ma fille, et ils sont arrivés à la fin de ces 1 heure en train de dire non, votre fille elle n'est pas autiste. C'était un soulagement pour moi. Mais en même temps, j'y croyais pas trop. Attention aussi, il faudrait peut-être raconter et expliquer à nos auditeurs que pour avoir un diagnostic d'autisme, c'est pas en 1 heure.
Ça nécessite, voilà, je voudrais que vous en parliez. Donc, j'avais toujours quand même ça dans la tête, et moi je suis toujours quelqu'un qui fait des double checks, et donc pour moi, l'avis d'une personne n'était pas suffisante. Et donc j'allais rechercher du côté flamand, puisqu'on était dans un environnement bilingue, puisque mon mari parle flamand et moi je parle français. Et donc elle était aussi dans une école néerlandophone. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 ou 4 mois après, on a été convoqués par l'école, qui nous a dit qu'elle avait une suspicion d'autisme. Ça a été compliqué, ça a été dur de l'entendre, mais en même temps c'était un soulagement, parce qu'on avait quand même toujours des craintes. Et à partir de là, en fait, je dois avouer que c'était un peu le bonheur, parce qu'on a eu une vraie prise en charge. C'est l'école qui s'est occupée de tout, parce qu'il faut savoir, du côté flamand, les professeurs sont formés à détecter les premiers signes d'autisme. Donc je peux vous dire qu'on a vu des pédiatres, on a vu des neuros, on a vu des logos, on a vu beaucoup de monde. Et au final, c'est dans une école flamande où les professeurs qui voient l'enfant tous les jours, qui sont formés à détecter les premiers signes, qui ont pu aider ma fille. Elle a vécu 3 ans et demi, 4 ans, elle a été prioritaire, donc dans le mois qui suivait, on avait des rendez-vous, et ensuite on avait 3 mois de rendez-vous intensifs pour pouvoir avoir un diagnostic, où elle a vu beaucoup de spécialistes, et donc au terme de ces 3 mois, on a eu le diagnostic. À partir de ce moment-là, quand on faisait le diagnostic, on a dû attendre 9 mois avant d'avoir un centre de revalidation, et en fait, vous êtes pris en charge. Alors, l'enfant est pris en charge, les parents ne sont pas pris en charge. Et entre ces 9 mois, on a eu la chance, on a réorganisé toute la famille pour faire en sorte que ma fille, parce que tout pesait beaucoup sur mes épaules. Et il y avait aussi une frustration de mon mari de ne pas avoir de connexion avec sa fille. Et donc, il a eu l'occasion aussi de faire un cycle en fait, de formation du côté flamand en tant que parent. Et donc, il était avec une spécialiste, lui et ma fille. Et ils ont appris à se connecter ensemble, en fait. Et ça passait par des jeux, ils avaient des exercices à faire ensemble tous les jours. Ils ont fait ça pendant 3 ou 4 mois. Et à la fin de ces 3 ou 4 mois, ma fille, son père était une personne à part entière. C'était son père, c'était plus devenu la personne qui vit dans l'appartement. Donc c'était très très chouette à voir. À partir de là, on a été suivis pendant 2-3 ans. Et on a vu la différence, parce que c'était dans un centre de validation spécialisé dans l'autisme. On a eu aussi un groupe de sociabilisation. Ça a commencé dès qu'elle avait 3 ans et demi? Non, en fait, on a dû attendre 2 mois. Donc à 4 ans, à partir de 4 ans et demi, elle était suivie jusqu'à ses 7 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe à ces 7 ans et demi? 7 ans et demi, donc comme elle était dans une école flamande, et comme moi je parle pas flamand, on a décidé de le mettre dans une école francophone. Parce qu'aussi même du côté flamand, il y a des écoles pour l'autisme, mais chez notre fille, on les avait visitées, chez notre fille, on voyait vraiment un potentiel de sociabilisation très fort, puisqu'elle avait une envie d'aller vers les autres. On pensait que c'était pas une bonne idée de la mettre dans une école où toutes les personnes étaient autistes. On pense vraiment à l'intégration, on croit à l'intégration. Et dans le cas de notre fille, on pensait que c'était faisable. Et donc, on a décidé de le mettre dans un francophone pour que je puisse la suivre. Et on a décidé de la mettre dans une école spécialisée. Il faut savoir que dès qu'on rentre dans une école spécialisée, nous n'avons plus le droit d'avoir un suivi. Nous n'avons plus le droit d'avoir un centre de validation qui nous suit. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Ce que j'ai toujours pas compris au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, on s'est battu. Mais c'était pas possible. Donc, vous l'inscrivez dans une école francophone? Alors, dans une école francophone spécialisée. Et donc, là, la première année, c'était pendant la période de confinement. Donc, c'était compliqué. Il faut savoir que dans l'école spécialisée, il y a tout type d'enfants. Et donc, c'est très compliqué. On a voulu l'enlever. Il faut savoir qu'en confinement, donc, elle avait passé 4 mois dans cette école spécialisée où elle savait, au final, lire 4 lettres. Et après, pendant le confinement, c'est nous qui avons dû suivre le parcours scolaire. Et au bout de 3 mois, elle savait lire un livre. Donc, on a vu un peu la différence. On a dit qu'il fallait vraiment aller plus loin, plus de stimulation. Donc on a quand même retenté la 2e année dans l'école spécialisée, sachant que le professeur, on la connaissait un peu, on savait que c'était quelqu'un de très investi, de super. Et donc elle était dans une école dans une classe avec 12 enfants, mais 12 enfants à problème, c'est très compliqué. C'est toute une question d'accompagnement aussi à l'extérieur de l'école ou de la structure. Certains parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir accompagner les enfants au mieux. Et ça, vous allez partager avec nous ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire. Ce qui se passait, c'est qu'en plus dans la classe, c'était pas la seule à être autiste, mais c'était la seule à être suivie en fait. Parce que les parents n'avaient pas les moyens, pas le courage, pas la connaissance et pas les bonnes personnes vers qui se retourner, puisqu'en fait on est suivi par personne. Donc forcément, c'est du beau volontariat des parents. Et pour certains, ils étaient complètement perdus ou ils parlaient pas la langue, ils parlaient pas le français pour pouvoir se renseigner. Et j'ai vu des parents qui ont tout essayé, mais qui n'ont pas frappé aux bonnes portes. Moi, j'ai beaucoup cherché justement, et voyant en 2e année qu'elle n'avait plus aucun suivi, en tout cas en termes de sociabilisation, qu'elle n'avait aucun suivi à part l'école,
Et pour moi, quand on a une enfant autiste, c'est pas forcément, c'est pas qu'apprendre à compter et à écrire qui est important, c'est l'apprendre à vivre dans la vie et savoir dépasser ses blocages en fait. J'ai regardé sur internet, je suis tombée sur Atelier de sociabilisation. Et donc j'ai trouvé rien que sur internet un super beau projet. Pour moi c'est vraiment ce que je recherchais, c'est-à-dire de mettre dans un environnement plusieurs personnes autistes et de les aider à avancer, à s'intégrer, à pouvoir se socialiser. C'était leur donner super des outils, leur donner des pour outils. pouvoir communiquer, d'abord comprendre leur fonctionnement et avoir vraiment des outils, des facilitateurs pour rentrer en interaction avec les autres, avoir une communication plus fluide dans le respect de leur fonctionnement, mais tout en ayant pour projet d'être inclus dans la société. Ça, c'est quand même important. Voilà, donc ça, j'ai tout de suite pris contact. J'ai eu la chance, à partir de là, de connaître l'association Autisme en Action. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce suivi, qu'en fait, c'est qu'on est aussi soutenu en tant que parent. Et donc, pour rappel, donc, ma fille suit toutes les 2 semaines, 2 heures tous les mercredis après-midi, où il y a une partie où les enfants sont avec une logopède et des bénévoles, et les parents ont l'occasion en fait de faire du coaching parental avec Flora, personne autiste, qui fait venir aussi d'autres personnes autistes qui nous aident à comprendre les différences, les comportements, parce qu'on a des difficultés tout à fait différentes entre parents et des difficultés qui se rassemblent aussi. Donc le partage d'expérience est très intéressant. Et le soutien aussi. Puisqu'au final, on a peu de personnes avec qui partager ça. Et c'est vrai que l'entourage ne comprend pas toujours. Parce que pour ma fille, elle agit très bien en société. Donc vous allez la trouver bizarre, mais rien de plus en fait. Donc vous n'allez pas vraiment voir la différence s'il s'agit de passer 2 ou 3 heures avec elle. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais au quotidien, tous les jours, c'est beaucoup de difficultés. C'est beaucoup d'accompagnement. Faut tout expliquer, il faut tout anticiper. Et pour des parents qui travaillent, qui ont d'autres enfants, qui ont dit c'est compliqué. Et donc de pouvoir partager tout ça avec d'autres parents. Et puis surtout qu'on ressort de là et on a à nouveau la pêche. Et ça nous resensibilise aussi parce que c'est compliqué aussi de se dire... Mais ça, moi, ça a été une vraie découverte aussi, qu'on a posé le diagnostic sur ma fille et ce qui a aidé, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas poser de diagnostic parce qu'ils disent on ne veut pas mettre d'étiquette. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de dire et de le voir que dans beaucoup de ses comportements, elle ne le fait pas exprès. C'est pas voulu. Ça a été une découverte pour vous, ça a été... Oui, parce qu'il y a des choses où elle bloquait sur des trucs qui étaient insignifiants. Pourquoi son verre, elle refuse de le mettre de ce côté alors que c'est logique de ne pas le mettre là où il va tomber. Donc pour moi, c'est incompréhensible que ma fille n'arrive pas à le comprendre. Alors ça, c'était il y a 4-5 ans, hein, maintenant qu'elle a 9 ans. Comme on a fait un énorme travail qui a pris énormément de temps. Parce que je peux vous dire, tous les investissements, au départ, c'était 4 suivis dans la semaine. Donc ça veut dire que vous devez partir du boulot. Vous devez retravailler le soir pour récupérer vos heures. Vous n'êtes que 2 à pouvoir le gérer. C'est énorme en fait. Hein. C'était des 10 heures par jour pour mon mari et moi. Et le week-end, c'est passer 1 à 2 heures avec votre enfant pour lui faire, via les jeux, se socialiser, communiquer, parler, parce qu'elle a parlé qu'à partir de 7 ans. Donc l'investissement que doivent mettre les parents est énorme. Et surtout, aussi ce que je tiens à dire, c'est que rien que maintenant pour le côté scolaire, donc c'est nous qui devons faire le soutien scolaire, ça mérite de comprendre toutes les méthodes qu'ils mettent en place, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait appris il y a 40 ans, mais en plus c'est une formation de quelques années, et donc nous on en demande de la voir et de pouvoir soutenir les enfants, et c'est très très compliqué. Les parents face à cette thématique, face à un enfant autiste, sont obligés de devenir non seulement parents, mais aussi professeurs, aussi psychologue, aussi infirmière, aussi accompagnatrice, aussi facilitatrice. C'est une énorme charge. C'est une énorme charge, et puis surtout il y a une confusion auprès de l'enfant à un moment ou à un autre entre les rôles. Le rôle de maman est des fois mis de côté. Est-ce que dans ce cadre-là, vous pensez qu'actuellement, vous avez assez d'aide et de soutien, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses encore à faire au niveau des enseignants, au niveau des professionnels, au niveau des autres, pour vous soutenir, peut-être alléger votre tâche et partager, parce qu'en fait, c'est une prise en charge de la société complète pour un accompagnement pour une personne à besoin spécifique, quelle que soit sa différence. Et c'est pas seulement alléger ma charge, parce que on pourrait dire c'est le fardeau de chaque parent qui a un enfant autiste. C'est pas seulement alléger ma charge, c'est aussi le fait de le faire beaucoup mieux par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Je suis pas logo, je suis pas neuro, je suis pas... Voilà.
Et donc, pour pouvoir faciliter ça, pour moi, c'est évident qu'il faut un soutien scolaire, en fait, parce que ce qui se passe à l'école, elle a besoin que tout soit répété, elle a besoin que tout soit plus expliqué. Elle est très bonne, en fait, quand vous êtes avec elle. Et en plus, elle apprécie, c'est des moments privilégiés pour elle. Elle adore être en logo, 1 heure de logo toute seule avec sa logo, ça se passe très bien. D'être avec son enseignante spécialisée à l'école, où l'enseignante est là que pour elle, elle adore, parce qu'elle a sur quelqu'un sur se reposer. Elle a moins peur de poser des questions, parce qu'elle a peur à l'école de poser des questions. Donc ça l'empêche d'avancer aussi. Et donc de pouvoir remâcher toute cette matière-là avec quelqu'un qui l'aide, qui lui apporte un soutien scolaire, pour nous c'est fondamental. Il faut savoir que nous, tous les soirs, on passe 3/4 d'heure avec elle pour revoir cette matière-là. Et le samedi et le dimanche, c'est 1 heure, 1 heure et demie qu'on repasse avec elle. Le samedi, 1 heure et demie, le dimanche, 1 heure et demie. Donc c'est énorme, ça prend énormément de temps, mais en plus... je pense qu'elle gagnerait beaucoup à le faire par quelqu'un qui a les outils à faire. Donc là, le soutien scolaire, pour moi, est très important. Et puis après, il y a une deuxième chose aussi, c'est quand on accepte d'intégrer quelqu'un dans une école, alors là, je parle d'intégration, il faut aller plus loin, il faut aller aussi dans l'inclusion. Je sais que ma fille est tolérée dans l'école, mais elle n'est pas incluse dans l'école. C'est-à-dire que tout n'est pas fait pour elle. Et ça se base beaucoup sur la bonne volonté, en fait. Je sais que l'entourage de ma fille, dans l'école où elle est, n'a aucune connaissance de ce qu'est l'autisme. Et donc n'a pas les bons outils pour le faire. Et ça, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il y a quand même pas mal de cas dans n'importe quelle école d'enfants atypiques. Et là, c'est prouvé maintenant. Et donc, au niveau des connaissances des professeurs, qu'est-ce que vous attendriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Déjà, ce qui se passe côté flamand, en fait, qui s'est mis en place, c'est très bien, c'est qu'il y a une personne qui vient toutes les semaines et qui vient dans les différentes classes où il y a des enfants autistes. Ils discutent en fait des problèmes qu'ils ont eu avec cet enfant autiste, et la personne qui est spécialisée lui donne des outils pour améliorer le comportement, pour apporter des aménagements raisonnables. Et donc c'est des personnes qui sont spécialisées. Au niveau francophone, ça se passe aussi comme ça ou pas d'après vous? Non, du côté francophone, ça se passe pas du tout, il n'y a rien de toute manière, à part Autisme en Action, qui a eu la gentillesse de venir expliquer ce que c'est que l'autisme dans la classe, et faire un cours. Alors normalement, il y a d'autres organismes. Et moi, là où je pense que c'est compliqué, c'est que les parents ont difficilement accès à toutes ces informations. Et surtout, c'est un problème de coordination. Donc ce qui serait bien, c'est que quand un enfant autiste est accueilli dans une école, c'est que toutes les personnes concernées, que ce soit le corps médical, paramédical, associations et autres, soient mis en lien pour créer une dynamique de réussite. Disons qu'il y a bien une association qui est censée s'occuper de tout ça et qui l'a déjà fait dans l'école spécialisée, mais elle nous dit tout de suite, elle n'a pas de place pour venir régulièrement. Donc ça, c'est pas la peine. Elle est venue une fois, mais elle est venue une fois dans l'école spécialisée pour voir si l'environnement est apte à accueillir une personne autiste. Elle fait pas du tout de suivi, il n'y a aucun suivi. J'ai pas trouvé d'organisme qui faisait un vrai suivi en fait. Côté flamand, c'est l'État qui organise ça en fait, et la personne vient sur demande en fait de la directrice. Et aussi au niveau de l'école, il y a un travail à faire sur le matériel scolaire. Ils suivent des livres en fait, et ces livres sont pas tout le temps adaptés à des personnes autistes, mais à des personnes qui sont aussi dyslexiques, dysphasiques, dyscalculiques, et c'est des trucs basiques. Par exemple, la consigne est super compliquée alors qu'elle pourrait être simplifié. Il faudrait un traducteur. Il faudrait un peu plus littéral en fait. Oui, tout à fait. Des trucs où on doit deviner des choses. C'est un énorme travail à faire dans l'enseignement primaire et secondaire, voire même universitaire, c'est avoir des fameux traducteurs qui seraient au bénéfice de tous, de tous les enfants, de toutes les particularités. Vous faites bien de signaler les fameux troubles 10. Il n'est pas rare que quand une personne est autiste, elle peut avoir aussi ce que nous appelons des comorbidités, c'est-à-dire des troubles 10 et encore d'autres choses qui se rajoutent. Et les professeurs ne sont pas forcément armés pour faire face à ça. On parle d'augmentation, je n'en suis pas 100% certaine, c'est possible, mais en tout cas, le fait est qu'il y a plus en plus d'enfants à besoins spécifiques dans les écoles dites ordinaires, et qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup plus d'outils, non seulement du soutien de la formation auprès des professeurs, mais aussi des outils pédagogiques pour faciliter l'inclusion de l'enfant, la possibilité d'avoir accès à l'enseignement et à pouvoir apprendre et à grandir. Ça, c'est une évidence. À l'heure actuelle, votre fille, qu'est-ce qui vous paraît essentiel qu'elle devrait avoir aujourd'hui ? Donc, en plus du soutien scolaire, du matériel adapté et dans intervenants qui viennent aider les personnes dans l'école, il y a aussi un changement global des mentalités. Puisque pour trouver un stage, c'est compliqué, pour trouver des activités parascolaires, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, c'est aussi des très belles rencontres. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient pas la vocation
pour, mais qui avaient juste l'envie d'accueillir des enfants qui étaient différents. Et j'ai rencontré donc comme ça des très belles personnes qui par du bon sens, ont accueilli ma fille et ont su connecter avec elle. Et ça, c'est super chouette. Donc ça passe par des stages où elle a fait des vraies rencontres et des vraies découvertes. Et on a su s'adapter à sa différence. Et surtout, s'adapter, c'est juste essayer de la comprendre et de parler avec elle parce qu'elle est très simple. Il faut juste prendre le temps, en fait. Changer les mentalités, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à l'autisme. Vous avez le sentiment que c'est pas encore bien compris, bien assimilé que par le public, Du moment où je dois être en invité mystère, oui. Ça veut tout dire. C'est fou en fait à penser. On est censé être neurotypique et pouvoir s'adapter, et on n'est même pas fichu de s'adapter en fait à des gens qui sont différents. Alors quand vous regardez fondamentalement, alors que quelques petits efforts pourraient permettre à une personne d'être à l'aise et de vivre dans notre société, et on n'est pas fichu de le faire. Moi, ça me fait un peu mal au cœur. Donc oui, c'est à nous de faire un effort, d'intégrer ces personnes qui sont différentes, quelle que soit la différence en fait. Au-delà de l'autisme en fait. Au-delà de la différence. La différence est une richesse. Vous avez appris sans doute. Oui, certes, vous avez souligné les difficultés, mais je suis sûre aussi qu'elle vous a apporté une richesse, quelque chose que vous n'auriez pas appris avec d'autres personnes, ne serait-ce que ces fameuses rencontres magiques. Tout à fait, avec ma fille. Les enfants, j'adore mes enfants, donc voilà. Après, ça mérite de ma part d'avoir une énorme patience, et mon mari vous dira que j'en ai aucune. Donc tous les jours, c'est un combat sur moi-même. À propos de l'impatience, je tiens quand même à signaler que beaucoup de parents sont extrêmement exigeants, mais ils donnent tellement. C'est tellement une charge d'amour et d'effort qu'à un moment donné, il y a une fatigabilité parentale qui existe. Le burn-out parental existe, la fatigabilité, elle est là. Et je pense que cette question de patience, vous êtes, à mon avis, c'est un peu trop dur avec vous. Parce que pour vous avoir rencontré dans les groupes de parents et des paroles, je vois que vous faites beaucoup pour votre enfant et tout. Et qu'à un moment donné, quand c'est du H24, où on n'arrête pas et tout, on peut perdre patience. Donc il faut être aussi bienveillant avec soi. C'est très important que vous réalisez que vous êtes un parent extraordinaire, c'est-à-dire que vous parcourez un parcours de combattant et que de temps en temps, vous avez le droit de dire « c'est difficile, je suis crevée, là j'ai envie de poser toutes les choses » et vraiment ne pas se sentir coupable, parce que beaucoup de parents pensent qu'ils ne sont jamais à la hauteur, ils pourraient toujours faire plus et toujours faire mieux. Il y a comme ça des injonctions et il y a aussi parfois une partie de culpabilité. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez ressenti au niveau de la société? De manière générale, être parent, c'est avoir de la culpabilité. On vit toujours avec la culpabilité parce qu'on aimerait passer plus de temps avec nos enfants, parce qu'on pourrait faire mieux, etc. Vis-à-vis des fois, et c'est ça qui est pire, au niveau de l'entourage aussi, l'entourage proche est des fois plus dur que les gens qu'on rencontre dans la rue et à qui on dit ma fille a quelques difficultés, et là tout de suite il y a quelque chose qui se passe et les gens sont ont plus d'empathie, et voilà. Donc c'est des fois plus dur auprès de l'entourage. Et il y a encore tout un travail de sensibilisation à faire, vous pensez, même auprès de l'entourage, d'accepter, de comprendre ce que c'est avec des mots simples, mais voilà, juste de comprendre et d'être soutenu. Il y avait quelque chose qui vous paraissait évident, c'était la formation des professionnels au niveau de l'autisme, que ce soit du médical et paramédical. Vous avez été confronté, vous l'avez témoigné. Du côté francophone, personne n'a su détecter. Elle était quand même dans une crèche francophone, on me disait qu'elle n'allait pas. Elle était quand même dans un centre avec suivi de locaux, neuro. Et quand je leur ai même dit le diagnostic a été côté flamand, ils n'y croyaient pas, ils ne validaient pas le diagnostic. Qui maintenant, c'est une aberration quand on voit ma fille. Et puis Je voudrais mettre une parenthèse, on n'oublie pas que votre fille est ce qu'on appelle une Aspie Girl. Donc c'est une fille, c'est très très compliqué. Vous avez aussi décrit un aspect qu'elle était assez sociable, elle voulait absolument aller vers les autres et tout. Donc c'est, si vous voulez, il y a aussi des clichés qui sont sur un enfant autiste ou sur l'autisme tout court, et qui est très compliqué à prendre en charge, et les professionnels ne connaissent pas forcément les nuanciers. Oui, j'ai eu même droit par un ORL en train de dire « Ah mais votre fille regarde dans les yeux, donc elle n'est pas autiste ». Voilà, c'est vraiment... Et ça, c'était tous les gens du côté francophone que j'ai rencontrés. Même au niveau des logopèdes, il n'y a pas beaucoup de logopèdes qui sont formés en autisme, et quand elles sont très prisées et très demandées. Tout à fait, il y a des longues listes d'attente et parfois des mois, voire des années, quoi. Donc c'est très important que les gens se forment d'après vous.
Oui, tout à fait. Et Voilà. même dans les suivis, comme dans les écoles spécialisées, les logopèdes et les enseignements, Ouais, tous les experts en fait qui suivent les enfants devraient être formés à l'autisme. tout Ça, à c'est, fait. on demande, Alors, ce qui est fou, c'est qu'on demande aux parents de se former. Parce que différentes associations nous donnent la possibilité de nous former, c'est de former, mais elles arrivent même trop tard ces formations, parce qu'elles arrivent 2 ans après qu'on ait le diagnostic, donc heureusement qu'on les a pas voire attendues. plus pour certaines Voilà. Heureusement autres qu'on les a personnes. pas attendus pour pouvoir se pencher sur la question. Mais on demande aux parents de se former, c'est quand même aberrant. Oui, c'est une étape, mais il faut aussi que le corps enseignant soit formé. Et je suis certaine que le corps enseignant demande aussi à être formé. On leur donne pas aussi tout le temps la possibilité. À l'école spécialisée, ils étaient très demandeurs de toute information que je pouvais leur donner. Il faut savoir aussi que dans l'école spécialisée, c'est là aussi qu'on rencontre des belles personnes. C'est leur vocation, en fait, d'aider des personnes qui sont différentes. Et donc, vous avez des vrais échanges et des échanges très riches, en fait. Maintenant, depuis quelques années, l'université ULB organise un certificat à l'autisme où les gens peuvent se former. Je pense que c'est à raison de quelques jours par semaine, 2 jours par semaine. Et au bout de 2 ans, obtenir un certificat, c'est ouvert à tous les professionnels qui sont en contact avec des personnes autistes, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes. Donc il y a aussi toute cette formation. Elle n'est pas obligatoire, il faut le savoir. Ça part de la bonne volonté de chacun. Maintenant, il est clair qu'il y a une telle demande d'accompagnement qu'il est impératif que nous créions une liste de vérification de qui sont ces personnes qui sont formées, spécialisées à l'autisme, pour que les parents puissent aller en confiance, accompagner leurs enfants et puissent les mettre dans les meilleures conditions. C'est tout à fait très important, parce qu'en plus, on laisse nos enfants à des mains de personnes où on n'est pas présent lors des séances, pour la plupart du temps. Mais en plus, on a très rarement des retours de ce qui s'est passé de la part de nos enfants qui ont des problèmes de communication. Donc, dans un âge très tôt, en fait, c'est vraiment vous donner votre enfant à l'aveugle à quelqu'un. C'est compliqué. Quelles sont vos inquiétudes pour le futur et vos espoirs? J'ai un rêve tout simplement d'être dans une société plus inclusive, que ma fille, quand elle aille à l'école, elle y aille et qu'on prenne en compte ses différences. Parce que quand elle revient et quand j'entends son langage quand elle rentre le soir, je sais très bien qu'il n'y a pas tout le temps de la bienveillance. Je sais que ma fille est compliquée, je sais que c'est pas tout le temps facile, mais d'instaurer cette bienveillance dans toutes les strates en fait, de rencontre d'un enfant qui est différent, pour moi ça c'est le plus important. J'ai confiance en l'avenir dans le sens où je vois ma fille évoluer, je vois que ma fille, si elle est stimulée, elle y arrive en fait, mais il faut être beaucoup stimulée. Mais c'est toute cette problématique de connecter avec les gens. Ma fille, si elle ne connecte pas avec les gens, par exemple, elle a un cours de danse. Avant, elle était avec une dame avec qui elle avait connecté. Là, cette année, elle a changé de professeur. Pour elle, c'est compliqué. Et ben, elle passe tous ses cours de danse presque sur le banc parce qu'elle n'a pas réussi à avoir une connexion avec cette personne, parce que cette personne n'a pas pris le temps de créer cette connexion non plus. Et donc, prendre le temps et que les gens ont les clés pour parler à des enfants autistes. Et donc, c'est très important d'entendre et de mettre sur la place publique les gens qui sont autistes pour qu'on entende leur discours, on entende ce qu'ils ont à dire. Ils ont autant à dire que n'importe quel citoyen. Je dis ça aussi parce que dans mon travail, j'ai une personne autiste, donc je fais très attention et je m'adapte à son comportement, mais elle a tellement à apporter à l'équipe. C'est une personne brillante et donc je n'aurais pas pu m'en passer. Et donc il faut juste mettre nos curseurs, changer un peu les curseurs et un peu changer nos tableaux de lecture et de comment communiquer avec ces personnes, et on arrive très facilement à les intégrer. Alors facilement, ça demande un petit... voilà, mais ça mérite, et ça vaut vraiment le coup de les intégrer dans toutes les strates. Il faut avoir la volonté de le faire. Déjà, la volonté, c'est déjà beaucoup. Après, les moyens peuvent suivre. Et c'est important de les créer, ces moyens. C'est important de créer des ponts pour que tout le monde puisse avoir sa place. Pour les parents qui nous écoutent, quel serait le message que vous souhaitiez partager avec elle? Moi je dirais, parce que j'ai vu aussi des cas de parents qui étaient aussi dans le déni. Alors moi j'ai eu un déni aussi pendant quelques mois en disant, parce qu'évidemment on va sur internet et on trouve des trucs, comment sortir votre enfant de l'autisme, etc., etc. Moi je pense qu'il y a effectivement ce moment de deuil qu'on a en tant que parent, mais passer les 2 mois du moment de deuil, il faut passer à autre chose, il faut se battre pour son enfant, il faut se battre aussi quand il est jeune. Il ne faut pas attendre après les spécialistes. Moi je dirais, il faut foncer, et vous avez beaucoup à apporter à vos enfants, et il faut le faire quand ils sont jeunes. Moi je vois tout l'investissement qu'on a fait maintenant, quand ils étaient petits, dès qu'elle avait 2 ans et demi, quand on voit maintenant le résultat à 9 ans, qu'elle arrive à communiquer, qu'elle est heureuse,
Et surtout, n'écoutez pas tous les bien-pensants qui vous vont dire votre fille elle fait un caprice à votre fille, et puis vous resserrez la vis, et en fait vous vous rendez compte que vous perdez votre enfant. Moi j'étais très contente quand il y a la psy sortie du diagnostic qui nous disait, parce que tout le monde disait de resserrer la vis, j'ai resserré la vis une semaine, et ça n'a pas du tout marché, j'étais plus en connexion avec ma fille, elle était horrible. Et en fait, sortie de ce diagnostic, donc elle avait 4 ans, j'ai la spécialiste qui dit votre fille, en fait, on voit qu'elle est heureuse. On voit qu'en fait, vous l'avez bien accompagnée au final, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués tardivement et en fait, qui sont en souffrance parce qu'ils ont toujours été mis dans un carcan, en fait, qui ne leur permettait pas d'être eux, et donc ils sont en réelle souffrance. Et là, on voit par contre que votre fille, elle est heureuse. Ça m'a vraiment aidée à me dire, il faut adapter son environnement à ma fille pour qu'elle puisse s'épanouir, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut tous de nos enfants, c'est qu'ils soient heureux. Et donc faire tout en sorte pour qu'ils soient heureux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ? Un merci à Autisme en Action, parce que Autisme en Action m'a aidé à un moment où j'en avais besoin. J'avais besoin d'être soutenue en tant que parent, et au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Autisme en Action, il n'y aurait rien qui serait fait pour ma fille, et donc je ne saurais pas où aller et comment la gérer. Et donc heureusement qu'il y a Autisme en Action. Okay. Merci. Toute l'équipe d'Autisme en Action vous remercie. Je tenais à signaler quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en route, qu'il y a d'autres associations, que nous souhaitons vraiment travailler en co-création avec tous les acteurs de la société dans ce domaine. On va entendre parler de cette fameuse maison de l'autisme bruxelloise où nous avons, à la minute où on fait ce podcast, on n'a pas encore de nouvelles. Donc j'espère que dans le futur, il y aura d'autres associations, d'autres organismes qui travaillent en co-création, main dans la main avec les parents, parce que c'est vous les parents les experts de vos enfants. Donc il est important qu'on vous écoute, mais aussi qu'on vous accompagne et qu'on vous inclue dans le processus. Un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.